Quelles sont les origines du peuplement de l'Amérique du Nord par les natifs? La plupart sont venus évidemment par le détroit qui s'appelait la Béringie à l'époque, c'est-à-dire que comme il y avait des gros glaciers, l'eau avait baissé de plus de 100 mètres, je crois, donc il y avait un passage. Donc la plupart ont suivi les troupeaux pour la chasse et sont passés en Amérique sans s'en apercevoir. Bon, une autre partie est arrivée par le Pacifique. Donc l'expédition territoriale des années 50 avait démontré qu'on pouvait venir du fin fond du Pacifique en radeau jusqu'en Amérique du Sud. Mais sinon, non, la plupart sont venus par le détroit de Bering, évidemment. Ok. Les Amérindiens croyaient à l'esprit des morts, à la survie. Ils utilisaient des totems, des rites de passage et des rites cycliques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Ça, c'est tellement un vaste sujet. Bon, ils croyaient effectivement à un grand esprit. Les mythologies sont très différentes. Bon, il y avait effectivement dans les tribus algonquines, qui étaient les plus nombreuses en Amérique, l'histoire du fameux totem dont a parlé Freud. Les plus connus sont les Iroquois, mais ils sont moins nombreux. Alors là, les Iroquois, c'est ce que Francis Parkman appelait la parentèle du loup, parce qu'ils ont exterminé leurs voisins sur 600 miles autour. D'accord. C'est pour ça que les Français et les Anglais les voulaient comme alliés, parce que c'était des guerriers absolument extraordinaires. Ils n'étaient pas un grand nombre, mais c'était, disons, ils faisaient peur à tous leurs voisins. Quelles étaient les tribus qui utilisaient les danses et les transes pour guérir? Quelles étaient les tribus qui utilisaient les esprits et qui, en particulier, utilisaient les danses du soleil? Ce qu'on appelle la fameuse ghost dance, la danse des esprits de 1890 qui s'est terminée par un drame, c'est-à-dire l'affaire de Woodnetney, par le massacre. Ça venait des hauts plateaux, d'un prophète qui s'appelait Wowoka des hauts plateaux, mais ça s'est répandu dans les plaines qui étaient arrivées à un moment où ils étaient tellement désespérés, il n'y avait plus de bisons, il n'y avait plus rien à manger, puis les Américains, bon, leur prenaient toutes leurs terres. Donc, ce culte, c'était le retour des bisons et des morts, mais il fallait que les Blancs disparaissent. Alors, effectivement, l'armée américaine y a mis un point final. Voilà. La danse du soleil? Ah, la danse du soleil, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'un homme, s'il offre au grand esprit un cheval, par exemple, le cheval il appartient au grand esprit. D'accord. Mais s'il offre sa chair, elle est à lui. Donc c'est pour ça, le grand sacrifice, c'est donner ce qui vous appartient. Donc c'est pour ça qu'il y avait ce sacrifice de la danse du soleil. Voilà. Et la danse du soleil, c'est sanglant. C'est ça, vous accrochez des broches et vous tirez jusqu'à que ça claque. D'accord. Donc ce qui devait faire quand même assez mal. Mais pour des guerriers, je veux dire, habitués à la douleur. À la douleur et qui n'avaient pas peur. Donc il y a des marques restées après quand même. Hein, Les Amérindiens étaient-ils égalitaires et animistes? Avait-il une conception de la matrilinéarité? Lesquelles? Plutôt féminin au départ, parce que quand vous voyez les anciennes statuettes dans n'importe quel pays, c'est plutôt des femmes enceintes, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand l'homme a commencé à se débrouiller un peu avec sa matraque et à devenir un peu violent, les clans patrilinéaires ont pris le dessus. Quoique les femmes ont toujours dirigé quand même en dessous, parce que chez les Iroquois, qui étaient les guerriers les plus virulents d'Amérique, c'est les femmes qui dirigeaient. Un parti ne partait pas en guerre sans l'autorisation des matrones, et elles-mêmes, les matrones, pouvaient faire grâce aux prisonniers ou les prendre comme époux, ou chez les Iroquois, c'était les femmes qui dirigeaient. Voilà. Pourquoi parle-t-on sans arrêt de guerre tribale? Était-ce pour des questions de territoire, de nourriture, de vengeance? Y avait-il d'autres raisons? Il n'y avait pas tellement de notion de territoire, c'était ce qu'on appelle dans le vieux français, des Canadiens français, c'est porter un coup. C'est-à-dire, c'était seul le premier
même pas besoin de tuer l'adversaire, qui touchait l'adversaire, au risque d'être tué. Ça, c'était le coup le plus... par exemple, le chef Red Cloud, qui est le seul chef qui a gagné une guerre contre les États-Unis d'Amérique, attention, Red Cloud. En 1868, les Américains ont été obligés de quitter la piste Bodman et d'évacuer les trois forts, de traiter avec Red Cloud qui était à Washington. C'est le seul chef indien qui a gagné une guerre contre les États-Unis. Lui avait porté 80 coups à son actif, c'est-à-dire le plus. C'est un très grand chef, on prend ceux qui boulent, on prend les autres, non. Ça a été Red Cloud. Après, il est devenu pacifique parce que quand il a été à Washington, qu'il a vu le nombre de population, les armes, les bateaux et tout, il a compris que les carottes étaient cuites, quoi. C'était pas la peine de s'opposer. Il fallait mieux essayer de limiter les dégâts. L'historien David Stannard a dit que c'était un véritable génocide, puisque entre 50 et 90% de la population aurait disparu. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En particulier, j'ai cru comprendre que le dessinateur très connu Hergé, dans les aventures de Tintin, en Amérique en particulier, aurait fait une allusion à cette colonisation un petit peu prédatrice. La page est fabuleuse. Vous avez dans une page où les Indiens sont chassés, alors qu'on vous propose à Tintin une grosse somme. Et quand ils apprennent que c'est, je ne dirais pas qui, que c'est les Indiens, ils sont virés par l'armée à coups de pompe dans le cul. Alors, une image qui a été supprimée malheureusement dans la version nouvelle, c'est qu'il y avait, dans cette page 29 de Canton-Lemay, il y avait tout. Il y avait les Indiens, il y avait le portier noir dans la ville, qui a été remplacé maintenant par un portier blanc. Les hommes d'affaires? Et les hommes d'affaires... pour le pétrole. Qui ne sont pas nommés. Qui ne sont pas nommés. Qui ne sont pas nommés. Alors, David Stannard est un historien qui a parlé carrément, en parlant de cette colonisation, de génocide. Est-ce que c'est exagéré ou pas? Quand on vole un territoire en signant 371 traités, comme dirait Marlon Brando, dans un interview qu'il avait fait à Playboy, qu'on pousse à chaque fois l'Indien à faire une erreur pour y taper dessus, lui reprendre un morceau de terre, et puis bon, etc. 371 traités depuis l'indépendance américaine. Et pour la cause de la guerre, en fait, entre l'Angleterre et les colonies, c'est quoi? Et puis même la guerre de sécession, c'est pas pour l'esclavage. C'est parce que le roi George III avait fait une frontière qui séparait les Indiens des colons, que les colons n'avaient pas le droit de dépasser. Et c'est pour ça qu'il y a eu la guerre d'indépendance. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un réveil amérindien? J'ai cru comprendre qu'en 1968, l'ONU avait reconnu les Amérindiens. Il y avait eu une loi fédérale de 1990 qui déclarait que tous les objets culturels devaient être rendus au peuple amérindien. Et la question qu'on peut se poser, c'est parmi les tribus et les ethnies survivantes des Amérindiens, quelles sont celles qui sont le mieux intégrées? D'après vous? Les Apaches, bon, tous ceux qui ont des casinos. Ah oui, c'était une manière de... c'était une manière... Alors bon, ça amène d'autres problèmes, oui. Les casinos. Les Navajos oui. Se débrouillent pas mal. Bon, les Sioux sont toujours la réserve la plus pauvre d'Amérique, alors qu'ils n'ont pas voulu toucher l'argent des Black Hills, c'est toujours à eux les Black Hills. Alors là, les Black Hills, c'est les fameuses montagnes où pourquoi il y a eu la fameuse guerre de 1876. D'accord. Parce que les Blancs avaient trouvé de l'or. Et donc les Sioux n'ont jamais voulu vendre ces terres, c'est pour ça qu'il y a eu cette fameuse guerre, et donc on leur doit beaucoup d'argent, mais ils n'en veulent pas. Et la réserve des Sioux de Pine Ridge, c'est une des plus pauvres d'Amérique. D'accord. Et les Américains reconnaissent les Indiens maintenant, ils ont fait le nouveau musée à Washington, où c'est des Indiens, etc. Tout ça est un peu... C'est une politique bizarre. D'accord. Soi-disant, ils donnent tous les Indiens, mais enfin, ils leur ont tout piqué, quoi.
Et les Français se conduisaient très bien en Amérique, puisqu'on a tenu le Canada français pratiquement sans troupes grâce à nos alliés indiens contre les Anglais. Et après, les Indiens se sont mis avec les Anglais quand nous sommes partis, contre les Américains, ce qui leur a coûté très cher, parce que eux, le George III avait fait tracer une frontière. J'ai compris. Pour pas que les... Mais ça, évidemment, c'était impossible. Puis Bonaparte, on lui reproche d'avoir vendu la Louisiane. Mais les Américains l'ont impliqué. Ils ont fait deux guerres au Mexique pour avoir la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. Alors, Eh bien, on va s'arrêter là. Daniel Dubois, parce qu'il faut donner soif et pas faire boire, donc il faut donner envie d'aller lire votre ouvrage. S'ils ont besoin d'un bouquin qui ça c'est celui-là, s'ils ont le courage de lire, il y a tout. Voilà. Daniel Dubois, merci d'avoir répondu à mes questions. Ben, je vous remercie beaucoup. Bravo pour cet ouvrage qui est une somme extraordinaire. Un ouvrage de fou. Un ouvrage de fou qui vous a demandé 30 ans de votre vie. Ah, 30 ans. Et bientôt sur le site de Guy et Daniel, où on verra cette interview, comme on le verra aussi sur d'autres sites. Oui, bon, merci beaucoup. Dans les domaines de la spiritualité. Voilà. Donc rendez-vous sur iram.be et 450 FM qui ont respectivement 3000 et 6000 visiteurs par jour. Ah ouais, c'est bien, c'est bien.